Bonsoir à tous, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, merci d'avoir répondu présent pour cette émission exceptionnelle, on peut le dire une émission spéciale, où vous allez voir en tout cas sur la durée des gens que vous ne voyez pas trop souvent en tout cas dans les médias mainstream. Donc ma première question elle est simple, c'est une question générale que je vais vous poser à chacun de vous. Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul, Florian Philippot pour commencer ? Sur notre position dans le champ politique français, j'ai l'impression d'être 5 ans en arrière, quand on était sur le Covid, où au début, on était vraiment pas nombreux, ça c'est certain. Dans le champ politique, dans la population, il y avait déjà beaucoup plus de monde. Et j'ai l'impression ici que ce qui m'inquiète, c'est que quand on allume, ce que je ne fais jamais, mais j'en entends parler, quand on allume un poste de télévision, il y a une propagande de guerre, matin, midi et soir, qui dégouline sur les ondes, qui est extrêmement inquiétante, qui est entretenu, qui nous mène à un climat de peur, d'angoisse, vraiment entretenu, comme le Covid. Mais cette fois, on parle de guerre quand même. On parle de choses qui sont particulièrement graves. On parle de vies humaines. Et je crois que c'est le moment de se faire bruyamment entendre, parce que même si on a des espérances de paix, même si on se dit que l'arrivée de Trump, et on va en parler, change beaucoup de choses, et Dieu merci, on a à la tête du pays et à la tête de l'Union européenne des gens qui sont complètement fous et qui veulent vraiment, je crois, nous entraîner vers la guerre. L'opinion publique, d'après les sondages, ne semble pas vous suivre, Florian Philippot. Ça, on m'a dit ça au début du Covid. Bah, écoutez, si c'est le cas, c'est pas grave, on doit quand même se battre, mais ça n'empêche pas, on se bat pour ce qu'on croit. Et puis vous verrez qu'elle va bouger très vite, parce que le jour où on va lui piquer son épargne et qu'on va lui dire votre enfant il doit partir dans le Donbass se battre contre les Russes, vous allez voir que ça va bouger extrêmement vite. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir répondu présent. Vous aussi, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous sentez pas de temps en temps un peu seul dans l'arène politique avec vos Dans l'arène politique, si, mais je ne vais pas paraphraser Florian. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'on est à 5 ans du confinement, premier confinement, c'est qu'en fait, c'est exactement le même processus qu'on voit. Un discours choc, mensonger, une propagande médiatique qui dégouline, et des sondages avec des questions quand même un peu bizarres et en fait qui rendent silencieuse la classe politique. C'est-à-dire que nous sommes les rares, je pense, on n'est pas nombreux, à prendre des positions en fonction de ce qu'on croit et pas en fonction des faux sondages ou des sondages manipulés qu'on voit. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que vous n'avez pas peur de perdre une partie de votre électorat ? Mais à court terme, peut-être, mais le problème, c'est pas ça. À quoi sert un homme politique si c'est pour suivre des sondages qui suivent une propagande, qui suivent un menteur ? Il y a un moment, on doit être soi-même. Et je pense qu'on est beaucoup moins seul qu'on le croit. Tout l'objectif de cette propagande, c'est de faire croire à chaque Français qu'il est seul et qu'il est coupable de penser différemment. Et notre boulot, justement, c'est de déculpabiliser énormément de Français qui pensent comme nous, mais qui n'osent même plus le formuler au travail, entre amis, au club de sport, qui gardent pour eux-mêmes ce qu'ils pensent au fond. Et comme il y a déjà eu l'expérience Covid, je pense que 2 fois, on peut espérer qu'il y ait moins de manipulation, ou du moins que les gens soient plus lucides sur ce qui se passe. Mais, il y a l'engrenage de la guerre, et comme on a quelqu'un qui veut la guerre, eh bien, il y a de quoi avoir. En tout cas, on est très honorés parce qu'on a déjà 2 candidats à la présidentielle de 2027 sur ce plateau. Je me trompe pas. Florian. C'est pas la question. Ah, voilà. Non, mais là, c'est pas la question. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Pour l'instant, le sujet, c'est on se bat pour la paix. Comment chacun se bat en fonction de ce qu'il a, ce qu'il peut faire. Mais c'est des millions de personnes qui se sentent seules. Et donc, si on arrive à agréger ces millions de personnes qui se sentent seules, ça va bouger. Caroline Galacteros, merci aussi d'avoir répondu présent, comme vous le faites à chaque fois qu'on vous invite, d'ailleurs sur TVN, merci. J'ai envie de dire, vous, ainsi que Régis Le Sommier, personnalité de la vie civile, aussi un peu seul quand même parfois, non ? Oui, et je n'aime pas la solitude. Je ne suis pas une solitaire. Ah non, vous n'êtes plus très seul parce que vous avez un nombre d'abonnés incalculable sur votre chaîne. Oui, c'est vrai, enfin pas assez, ceci dit. Jamais pas assez, c'est clair, s'il vous c'est plaît, pas assez. mettez des pouces levés, allez sur les chaînes YouTube des uns et des autres. J'ai presque 1 million de vues par mois. Incroyable. Et 110 000 abonnés seulement, ça va pas. Il y a un ça truc dit quoi qui alors cloche, que les gens finalement se détourneraient des médias? Non, pas du tout. Ça veut dire que tout le monde n'appuie pas. Moi, tout le monde ne regarde pas LCI. Non, tout le monde ne regarde pas LCI, Dieu merci. Et alors, je vais évidemment abonder sur ce qui a été dit par Florian et par Nicolas. Le problème, c'est le fond.
là, on touche quelque chose de grave. Et on est tellement parti en Europe et en France depuis des années dans des utopies, dans des discours qui faisaient réalité, etc., avec des postures, avec une propagande, avec tout ce qu'il faut, avec tout le système derrière, qu'on a perdu de vue la réalité de ce dont on parle. On parle de la guerre, on parle de quelque chose de sérieux, et on en parle en plus à contretemps complet de ce qui est en train de se faire par soi-disant la tête de ce qu'était notre monde dit occidental. C'est-à-dire, enfin, là, il y a un espoir de sortir de cette espèce d'engrenage complètement débile dans lequel on s'est enfourné, engouffré et laissé prendre largement. Eh ben non. Eh ben non. Nous, voilà, on s'arc-boute, on cherche, on est en telle panique en fait. On cherche un moyen d'exister, un moyen en plus évidemment de correspondre à tout un tas d'ambitions et d'intérêts qui n'ont pas grand-chose à voir avec la paix du continent européen, ni avec la paix de la France. Ben, évidemment. C'est gravissime en fait ce qui se passe là. On parle de guerre là, effectivement. Et on parle même en effet du terrain parce qu'on a la chance et on est ravis de l'accueillir. Il y en a un parmi nous qui connaît bien le terrain puisqu'il en vient il y a peu de temps. C'est Régis Le Sommier. Merci Régis. Merci. Encore une fois, patron du magazine, en ligne Omerta qu'on ne présente plus. Vous connaissez bien vous le terrain et donc c'est la raison pour laquelle vous exprimez autant d'indignation dans ce qu'on voit sur toutes les autres chaînes. Parce que vous vous dites ces généraux de plateau qui mettent en cohérence leurs propos avec leurs actes et qu'ils aillent sur le front, quoi. Alors souvent je leur balance quelques pics, oui en effet, parce que je remarque au niveau de ceux qui traitent de la guerre en Ukraine, parmi les commentateurs habituels, y compris certains et particulièrement excessifs. Mais il dit, à la Poédie, en off, là, on peut le dire maintenant, ce sera plus du off. Oui. Désolé. Non, mais on l'a publié sur Omerta. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé Non, elle a dit à Arnaud Clarcel, qui a une position un peu, on va dire, alternative sur l'Ukraine, en tout cas qui a des critiques à faire, et donc ils se sont on dirait engueulés sur le plateau, et elle lui a souhaité d'être otage du Hamas en sortant. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas des gens quand même très sympathiques, mais je dirais que c'est pas ça le vrai fond. Le vrai problème, c'est que, comme vous le disiez Caroline tout à l'heure, cette guerre est commentée par des gens qui, pour la plupart, ne vont jamais en Ukraine, n'y sont jamais allés, ni même en Russie. En fait, si vous voulez, n'ont aucune prise sur la réalité. Il s'agit d'une succession de slogans, d'une narration à laquelle on est contraint, on est sommé d'adhérer, qui est que l'Ukraine va gagner la guerre. Le problème, c'est qu'on arrive à expiration, je dirais, du postulat, c'est-à-dire qu'on est face à une réalité aujourd'hui qui montre que l'Ukraine n'a pas gagné la guerre et qu'elle va peut-être et probablement la perdre. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire il y a une sorte d'auto-intoxication à force de slogans, à force de déclarations, et on n'a pas voulu voir ce qui était en train de réellement de se passer. Mais pour ce qui est, moi, de mon rôle dans cette histoire, et pour répondre à votre question, est-ce qu'on a l'impression d'être seul ? Oui, parfois on a l'impression d'être seul quand on était face à ce rouleau compresseur, comment on va dire, de victoire de l'Ukraine, enfin de souhait de victoire de l'Ukraine au début, en tout cas les 2 premières années. Eh bien, on était à dire oui. Je suis allé à tel endroit, j'ai vu tel truc, etc. C'est pas tout à fait. Mais surtout, moi, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que j'ai 25 ans de carrière de grand reporter. J'ai couvert la plupart des conflits des 20 dernières années, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, le Mali, etc. J'ai eu des moments très intenses. La bataille de Mossoul, par exemple, ou celle d'Alep, était extrêmement, extrêmement dure. Mais je n'ai jamais vu un truc comme l'Ukraine. Jamais. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que des deux côtés se trouvent des peuples, je ne vais pas dire habitués à la guerre, mais qui ont un mode de vie, un mode de pensée, des croyances qui sont complètement différentes de nous, les Français, aujourd'hui. Nous avons, je dirais, étiolé notre rapport au sacré, au divin. Il est omniprésent chez les Russes, omniprésent chez les Ukrainiens. Disons que on est face à des gens qui se battent dans des conditions, dans des trous, par -15, -17. Moi, j'ai vécu avec eux ces moments-là, avec la menace des drones en permanence, qui est une sorte d'obsession qui vient se superposer
par rapport à la vie de tranchée que nos soldats ont pu connaître en 14. Si vous voulez, c'est vraiment Verdun avec les drones, avec cette angoisse permanente. C'est-à-dire quand on accompagne une unité au front, on est nous-mêmes, ils nous disent nous-mêmes, si on entend un drone, d'avertir, on est nous-mêmes journalistes obligés d'être vigilants. C'est une espèce de petit bruit, de petit bourdonnement. Et quand vous le voyez, le drone, je peux vous dire que c'est une angoisse absolue. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la guerre a complètement changé. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a presque plus besoin de snipers parce que vous avez des drones, vous pouvez tuer quelqu'un à distance, vous n'avez pas besoin de former un type pour tirer avec un fusil. Vous avez pas c'est ça. Ah oui, les drones d'attaque aujourd'hui, c'est ça leur rôle, et contre des propres fantassins. À une époque, les drones tapaient les blindés, tapaient les véhicules de transport de troupes, mais pas les fantassins. Aujourd'hui, ils tapent les fantassins. Donc si vous voulez, il n'y a plus un seul endroit où vous pouvez échapper à cette menace. Vous avez fatalement moins de concentration de fantassins, donc moins de grosses batailles de fantassins. Les vagues humaines, tout ça, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Et les blindés se planquent. C'est-à-dire que le char, qui avait un statut de souverain du champ de bataille, on va dire, est aujourd'hui planqué dans la forêt et ne sert plus que d'artillerie. Donc, si vous voulez, l'émergence du drone a complètement changé la physionomie. Il est au centre. Les nuées de drones permettent à la fois un travail défensif ou un travail offensif. Et surtout en défense, les Ukrainiens l'ont prouvé parce qu'ils sont très très bons en drone. Et si vous voulez, quand j'entends des propos d'hommes politiques ici nous dire qu'on va se jeter dans cette espèce d'enfer qui est un enfer pas inconnu, parce que vous avez eu l'histoire du pipeline où les Russes ont emprunté un pipeline hors d'usage pour surprendre les Ukrainiens. Ça rappelle le Vietnam. C'est des choses qui peuvent correspondre. Mais si vous voulez, la composante drone, elle n'existe pas. Et aujourd'hui, je répondais avant-hier à une émission sur Europe 1 et on me disait, est-ce que la France doit continuer à former les Ukrainiens? Mais je dis, mais non, c'est aux Ukrainiens de former les Français aujourd'hui. C'est eux qui ont cette expérience. Nous n'avons absolument pas aucune expérience de combat avec un ciel saturé de drones, forcé d'avoir des brouilleurs sur tous les véhicules, utilisant au maximum des véhicules. Je vais vous dire ce qui se passait sur le front de Koursk, à Soudja. Ce que j'y suis allé, c'est que les soldats russes, c'est 5 soldats maximum. Hein. Vous n'êtes jamais avec plus de 5 soldats. On va dire peut-être 10 dans une pièce, dans une maison complètement planquée, parce qu'il faut tout le temps se planquer. Et quand vous vous déplacez, vous êtes sur un pick-up, parce que le pick-up peut semer le drone. Et la plupart du temps, c'est des quads, parce qu'avec les quads, vous pouvez manœuvrer et vous pouvez éventuellement rentrer dans une forêt pour échapper aux drones. Ou des motos, des véhicules ultra rapides pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir opérer le plus rapidement possible. C'est ça, la réalité du terrain. Même dans les maisons maintenant. Et complètement. Ça, c'est l'usage du drone filaire où il peut se permettre d'arrêter une opération, de se retenir, et ensuite d'aller quasiment pénétrer. D'ailleurs, les tranchées ont été maintenant conçues avec des angles pour éviter justement aux drones de rentrer. Enfin, voilà, tout ça, c'est de l'invention. La dernière invention, elle a été testée par les Russes, reprise par les Ukrainiens. Je l'ai vu sur le reportage de Charlie Nurel de LCI, pareil à Koursk ou à Soumy aujourd'hui. C'est-à-dire que les Ukrainiens et les Russes tapissent complètement de filer leur route de ravitaillement pour empêcher les drones d'attaquer les véhicules. Donc, voyez le type, et je vous dis ça, je suis pas un expert militaire, c'est des choses que j'ai vécues. Je ne crois pas que l'armée française soit aujourd'hui capable de faire une différence dans cet environnement. L'armée française, Nicolas Dupont-Aignan et Caroline d'ailleurs et Florian, vous pensez qu'elle est à 100% derrière la parole officielle de nos politiques ou pas? J'en sais rien. Moi, ce à quoi je réfléchis en vous entendant et d'une manière générale, c'est que ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est l'incohérence de nos autorités. On peut être en désaccord avec quelqu'un. C'est Rueff qui disait « soyez libéral, soyez socialiste, mais soyez pas menteur ». On peut être en désaccord avec quelqu'un, mais on peut reconnaître sa cohérence. Le problème là, et à travers ce que vient de dire Régis Le Sommier, c'est qu'on a des gens qui nous entraînent vers une tragédie, qui ne sont même pas compétents dans l'analyse de cette tragédie, qui ne réalisent pas à quel point ils sont incohérents. Parce qu'en fait, ils ont fait la guerre par procuration. C'est tellement facile sur un plateau de télé ou dans un palais présidentiel d'envoyer des Ukrainiens à la mort, d'envoyer des armes sans jamais dire la vérité aux Français. Si Claude Malhuret, par exemple, au Sénat, ça vous parle pas? Pardon? Claude Malhuret, le sénateur.
Mais je n'ai pas envie de parler de lui. Il nous a menacé de mort. Enfin, il nous a accusé d'assassin, tu te souviens? Ah oui. Claude Malhuret, c'était le sénateur qui, pendant le Covid, expliquait nous a accusé, on était des Florian assassins. Philippot et moi, nommément à la tribune d'assassin. Donc ça va. Mais s'ils ont trouvé ça comme star, c'est plutôt bon signe pour nous. Non, mais en revanche, Claude Malhuret comme grande star de la guerre, c'est plutôt bon signe. J'y reviens de la paix. En fait, ce qui pour moi est insupportable, c'est qu'ils n'ont même pas la franchise et la cohérence de leur logique. Parce qu'ils savent très bien que s'ils disent aux Français, on va envoyer vos gamins combattre et se faire laminer, ça suivra pas. Donc en fait, c'est une posture. Mais ce sont des généraux en retraite, qu'ils pouvaient faire. Je sais pas moi. Non, mais au-delà des généraux de retraite, ça c'est des types. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on a dépensé 15 milliards d'euros des Français pour alimenter une guerre et une tragédie sans fin, sans avoir la moindre perspective géopolitique, sans avoir pu déminer cette guerre. Imaginez ce qu'aurait été la France aujourd'hui si, dès le début, Macron avait pris une position à rebours de l'État profond américain démocrate, si la France avait eu le courage de ses opinions. Imaginez les dividendes de la paix que nous pourrions récolter et la position de la France dans le monde entier. Ce que ça aurait pu être, c'est-à-dire c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de savoir si le abruti de général en retraite raconte n'importe quoi sur LCI. Le problème de fond, c'est que le président de la République, le gouvernement, l'ensemble des forces politiques et entre nous même les patriotes se sont couchés pour céder. Enfin, pas les patriotes de Florian. Non, les patriotes. Non, mais. Ah bah c'est. Non, excuse-moi. Les faux patriotes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc on les considère pas comme patriotes. Non, tu as raison. Mais ceux qui se revendiquent patriotes ont tout abandonné sur un discours incohérent. Et moi, ce que je crois, c'est que là, on a une occasion historique avec Trump. La France aurait dû l'assumer. La France n'a pas eu le courage de l'assumer. Et le pire maintenant, c'est qu'il sabote. C'est-à-dire qu'il veut nous entraîner vers la guerre pour saboter la paix. C'est complètement monstrueux. Bon, il faut préciser à chaque fois de qui vous parlez. Bon, vous l'avez compris, une soirée donc spéciale, donc consacrée justement à cette guerre en Ukraine, avec évidemment 2 débats qui vont, je pense, être passionnants avec nos invités. Donc